Ne me mets pas en colère. Ne me mets pas en colère. Non, tu as raison, tu as raison. C'est un très, très grand club. Très, très grand club. Et c'est un portiste qui te dit ça. Donc, tu vois. Ouais, ouais. Mais donc, je peux le croire. Ah oui, Allez, on moi, commence. Rui Costa, tu vois, ça fait partie des joueurs que j'ai adoré et que j'adore toujours. Ouais. Quel joueur. Magnifique personne en plus, il paraît. Avec quelqu'un de très bien. Ah ouais. Je ne connais pas perso, hein, mais d'après quelques amis qui le connaissent bien, c'est un top mec. Ouais, ouais. Très, très humble. Allez, c'est parti les gars. Allez. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Coach Live, l'émission numéro 19, avec encore une fois donc l'équipe Coach Live. Alors il manque toujours le coach Seb qui est toujours à Saint-Pierre-des-Miquelons. Donc bienvenue donc coach Manu Abreu. Bonjour Manu. Bonjour Pépite, bonjour Anthony, bonjour Imed. Bonjour à tous. Le coach Imed. Bonjour Imed. Bonjour à tous. Et notre invité donc Anthony Rimasson. Bonjour Anthony. Salut Pépite et bonjour Manu, salut Imed. Salut. Donc, merci encore une fois d'être présent, d'avoir répondu présent à l'invitation. On va découvrir encore un autre profil d'entraîneur, c'est ça qui nous intéresse. Donc, encore une fois, je pense une bonne expérience et une bonne émission pour les gens qui nous écoutent. Je remercie encore une fois les internautes qui sont très nombreux et qui sont de plus en plus nombreux à regarder l'émission. Donc, ça, c'est un bon point, ça veut dire que ça leur plaît. N'hésitez pas à dire d'où vous écrivez, à commenter, à partager et à poser vos questions par rapport à Anthony. Et comme ça, on fera comme on fait habituellement, on fera un quart d'heure de questions et réponses avec Anthony. Et on abordera aussi le sujet exercice qu'Anthony nous a proposé. Et comme ça, on pourra discuter autour d'un exercice. Dans les prochaines émissions, on essaiera d'aller sur aussi l'analyse vidéo. Donc, on a un projet en place, donc on essaiera de vous l'amener. Donc, voilà. Donc, pour commencer, je vais d'abord passer une petite page de pub. Donc, je le répète encore une fois, s'il y a des annonceurs qui sont intéressés, n'hésitez pas. Nous allons commencer à mettre des espaces pub. Hop. Donc, bonjour Anthony, encore une fois. Merci encore une fois donc, de répondre présent à l'invitation. Anthony, on va te laisser la parole pour débuter et puis on te posera des questions au fur et à mesure. Donc, fais-nous découvrir comment tu t'es créé, comment tu as créé ton ADN et où tu en es aujourd'hui. Vas-y, à toi. Bon, déjà, bonjour à tous et merci beaucoup de me demander de participer à cette émission qui prend de plus en plus d'importance. Et puis, c'est tant mieux parce qu'au moins, ça prouve que c'est de qualité, mais en plus que les gens sont intéressés et s'intéressent encore. Donc, moi, je suis donc aujourd'hui, j'ai 48 ans, bientôt 49, hein, le 14 juillet, pour ceux qui veulent me souhaiter mon anniversaire. Et puis, donc moi, j'ai débuté une carrière de joueur très honnête, hein, d'amateur. J'ai joué le plus haut, j'ai dû faire quelques apparitions en DH au Serpolbert Bréquigny, mais il y a bien longtemps et c'était, je pense, pour me remercier de mon engouement et de ma motivation. Et puis moi, j'étais un jeune joueur, je dirais, plutôt passionné par le foot et avec l'envie toujours d'être professionnel parce que quand on est petit, on veut devenir professionnel et puis jusqu'au moment où on fait les premiers concours et puis on s'aperçoit que devant nous, on se fait doubler et puis qu'il y a meilleur et puis qu'on n'est pas dedans. Alors on cherche tous les prétextes et toutes les excuses pour se dire j'ai pas été pris. Donc la mienne était toute trouvée, hein. C'était t'es trop petit. Mais ça, je me suis dit longtemps jusqu'au moment où tu t'aperçois et très honnêtement, tu dis j'en avais pas tout simplement les qualités. Donc voilà, ta place, elle est là. Et puis, je crois que le déclenchement, ça a été quand j'ai commencé à m'approcher des entraînements de haut niveau, en tout cas des entraînements où il y avait plus d'entraînement dans la semaine. Ça m'a donné du goût
savoir ce qui se cachait derrière, comment on montait une séance. Moi, j'étais toujours un joueur qui posait des questions. Je devais être chiant pour mon coach, mais parce qu'il avait envie de finir souvent. Et puis moi, je l'accrochais en lui demandant mais pourquoi on a couru tant de minutes, pourquoi on récupère avec aussi peu de temps donc voilà. Alors parfois, j'avais des réponses. Et là, je me disais, j'ai affaire à quelqu'un qui connaît son métier. Puis parfois, je n'avais pas de réponse. Donc je me disais, bon, c'est qu'il ne doit pas y en avoir, ou alors c'est fait de manière. Soit il ne voulait pas te parler, ou soit il ne voulait pas te donner Peut-être. Et puis peut-être que je posais trop de questions, donc à un moment donné, on ne peut plus te répondre. Et puis il y a d'autres obligations, mais que je comprenais. Et puis, bon, moi, j'ai joué jusqu'à l'âge de, je crois que c'est 25 ans. Et puis après, j'ai commencé là vraiment à me dire, bon, peut-être que ton avenir, il est du côté de la pédagogie et de l'entraînement. Et j'avais passé mes diplômes déjà à 16 ans. À l'époque, ça s'appelait le jeune cadre technique au district d'Ille-et-Vilaine avec Pépite, je ne sais pas si tu dois te rappeler, c'est Gérard Bousquet, le directeur technique, le CTR de la région Bretagne. Et puis ça me donnait un peu le goût. Et donc, j'ai commencé à entraîner comme tous les entraîneurs font en centre d'initiation sportive, un CIS à la ville de Rennes. Donc, c'était des tout petits. Et puis tu commences à te faire comme ça. Et puis après, j'ai décidé de passer un peu plus de diplômes. Et puis, j'ai continué la suite jusqu'au moment où, dans ma scolarité, moi, j'ai la particularité de ne pas avoir eu mon bac. Alors, ça, c'est certainement un bien pour moi parce que je pense que je n'étais pas fait pour les études. Et aujourd'hui, quand on me dit on ne réussit pas sa vie quand on n'a pas de bac, très, très fièrement, je dis si, on peut. Quand on a de la motivation, on peut. Donc voilà, j'ai arrêté en première. Et puis ensuite, je suis allé vers un peu plus le brevet d'État. À l'époque, c'était le BESAPT, le brevet d'État Sport pour tous. Donc, j'ai passé ce brevet d'État-là avec un tronc commun dans un organisme privé. À l'époque, c'était l'IRSS à Cholet. Aujourd'hui, il y en a un peu partout. Ça a fait ses petits. Et puis j'ai continué par la même mes diplômes sportifs football. Et puis, j'ai continué, donc brevet d'État premier degré que j'ai eu par la suite. Donc, avec 2 brevets d'État, j'ai pu commencer à travailler. Donc, j'ai commencé à travailler dans des centres de remise en forme d'abord, avec l'aérobic, du step, etc. Donc, avec des choses qui n'ont rien à voir avec le foot. Mais je menais de biais quelques expériences à l'Office des sports de Maure-Pipriac où j'ai pu donner des entraînements de foot, mais aussi mon premier club qui m'a donné l'opportunité d'entraîner, c'est l'US Cornu. À l'époque, c'était en promotion de première division, dans la banlieue de Janzé, là, pas loin de Rennes, où là, j'ai connu des gens importants qui m'ont donné la fibre et puis qui m'ont fait aimer, où là, j'ai pu apprendre à entraîner avec peu de moyens. Et comment tu fais quand tu as 50 gamins et que tu as 3 ballons Oui, parce que entraîner quelle catégorie là? Là-bas, j'étais arrivé pour entraîner toutes les catégories. D'accord. J'étais comme ça se passe au départ, tu prends tout parce que ça te fait des heures. Et j'ai pris les débutants, je commençais le mercredi matin à 9 h pour finir le mercredi soir à 23 h. Voilà, et puis tu arrives, tu es rincé à la maison, mais tu te fais une sacrée expérience. Et puis de là, j'ai fait 5 ans dans ce club. Et puis ensuite, moi j'étais déjà bénévole au district d'Ille-et-Vilaine avec Yann Kervella qui était le CTD. Et puis, j'étais responsable du foot à 5 par secteur. Donc, à l'époque, c'était débutants. Ça commençait les débutants. Donc, il fallait expliquer à tout le monde que le bien fondé des jeux et des ateliers, que les matchs, ça ne servait pas forcément à grand-chose pour des garçons de 6 ans et des filles de 6 ans. Donc, j'étais reçu parfois avec le fusil de chasse à la Réunion et en me disant, écoute, c'est pas toi qui vas nous montrer comment on fait le foot des petits, il faut des matchs. Donc, c'était une super école aussi en termes de communication. Après, c'est entre parenthèses, le fusil de chasse, bien sûr. Et puis de là, je suis parti ensuite au district d'Ille-et-Vilaine comme adjoint du CTD qui était Yann Kervella parce que il y a un poste qui se créait, puis moi je suis allé. Et puis j'ai fait 4 ans et au bout de ces 4 années, j'ai passé mon BE, mon DEF.
et à Clairefontaine avec des illustres, Jean-Pierre Papin là, qui vient d'être nommé à Chartres, qui était qui m'a facilité ma note technique, parce que quand tu as Jean-Pierre Papin devant, tu lui mets un casse-dalle, mais lui, il te le rend tout propre, et puis il met un but derrière, donc c'était une passe D, même si ce n'était pas voulu. Oui, tu as vu des mecs qui avaient Voilà. joué à un certain niveau, quoi. C'est ça, ouais. Tolo, Moisan, tout ça, des bons, comme tous, hein, on a tous rencontré ces joueurs-là dans nos formations. Et puis voilà un peu comment je me suis construit. Alors, je me suis construit grâce à des hommes comme Alain Cosnard, qui était joueur professionnel au Stade Rennais, mais qui après a travaillé au Cercle Paulbert. Lui m'a donné l'envie de donner de la qualité aux entraînements et du sens à un entraînement. C'est lui qui m'a amené vers ça et à vouloir faire ce métier. Et après, avant ça, c'était mon premier professeur de sport qui était Hervé Piot, qui m'a donné l'envie de faire de la pédagogie, le comment apprendre et le comment enseigner. Donc, c'est ces deux personnes-là qui vraiment ont été des déclics. Et puis après, forcément, c'est des rencontres. Hein. Pépite, c'est Yann Kervella derrière que je rencontre qui, lui, me fascinait par toujours vouloir chercher plus. Ouais. Voilà, se faire mal au cerveau pour aller chercher ce Ouais. Donc voilà, c'était ça. Donc ces gens-là m'ont amené, puis m'ont formé au départ pour aller vers ce métier-là. Donc en gros, tu as eu un parcours de joueur donc, qui n'est pas un parcours standard, on va dire, pour aller au niveau pro, puisque tu n'as pas fait sport-études ni centre de formation. Tu as cravaché pour montrer que tu voulais y arriver, mais à un moment donné, de toi-même, tu t'es aperçu que peut-être qu'il y avait meilleur, et peut-être que pour jouer au plus haut niveau, il fallait d'autres qualités ou d'autres compétences. Mais ça ne t'a pas empêché, donc, comme tu le dis, de poser plein de questions, de découvrir, de commencer à observer des choses, donc passer tes diplômes par la suite. Donc on voit bien que tu as alors, tu n'étais peut-être pas déjà dans l'idée de vouloir être coach. Je ne pense pas. De la façon que tu l'expliques, tu t'es dit, je vais aller observer, voir ce qui se passe. Et tu te guides au fur et à mesure vers le coaching déjà des jeunes. Donc, ça, c'est intéressant de commencer par la base. Et donc, le district, ligue, qui te prennent aussi pour là aussi te continuer ta formation. Donc là, on est en train de tracer ton ADN jusqu'au jour où donc, on te propose de rentrer dans un club pro pour aller justement gérer la partie des jeunes. Donc, vas-y. C'est ça. Moi, au départ, je sais que je veux bosser dans le sport. C'est ce que j'ai en moi. Après, comme je te disais, c'est d'abord footballeur professionnel. Et puis après, tu te dis, ce sera ailleurs. Et puis, de fil en aiguille, je me suis construit. Et puis, à un moment donné, il se passe 5 ans au sein du district et de la Ligue de Bretagne. Et puis, il y a Patrick Rampillon qui m'appelle pour me proposer un poste pour remplacer. À l'époque, c'est Eric Atta qui avait les U13 qui était au centre de formation. Au centre de formation, il y avait les U13 encore au Stade Rennais. Et puis, il me propose pour le remplacer. Il avait eu écho par Philippe Bizel, il y en avait d'autres. Il y avait Régis Lebris, là, que j'étais quelqu'un qui devait apprendre encore, mais on pouvait se baser sur quelques capacités que j'avais, on va dire. Ouais, ta philosophie et ta façon de procéder au niveau des jeunes pour les intéresser. C'est ça, parce que ça correspondait. Donc voilà, j'ai là. Et je pars d'un CDI à la Ligue de Bretagne, hein, donc tranquille, pour quitter. Et je quitte pour un CDD d'1 an. Je me dis, écoute, Anthony, le jeu en vaut la chandelle. Une journée égale une vie, donc vas-y, vis une autre vie. Et puis, je tente le coup. Et puis, je fais 1 an avec la génération 90-91, les Yann Mvila, tout ça. Et puis ensuite, je fais une 2e année. Et puis, ça se passe bien. Hein. À l'époque, je côtoie Christophe Lolichon, je côtoie Laurent Huard, Régis Lebris, Landry Chauvin, Philippe Bizel, des gens qui retombent et qui sont dans des bons clubs aujourd'hui. Donc, je les écoute, je regarde comment ils font, et puis j'apprends. Et, à l'époque, j'ai par exemple Mathieu qui est l'adjoint de Julien Stéphan. Aujourd'hui avait été bossé avec nous à l'école de foot, donc j'apprends de tout le monde. Et puis au bout de 2 ans, comme dans tout ce métier, dans ce métier-là, on se fait virer, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, mon contrat n'est pas reconduit.
Et j'avais rencontré Yann Danielou qui montait la structure à Brest. Et puis, il m'emmène à Brest. Et autant dire que un Rennais aller à Brest, c'est difficile. Parce que certes, tu vas proche de la mer, mais tu dis waouh, dans quelle ville je suis tombé. Parce qu'au début, comme on dit, hein, quand j'étais à Brest, personne ne passe par Brest. On va à Brest. Parce qu'après Brest, il n'y a rien, c'est la mer. Donc, tu dis, bon, j'ai passé les Côtes d'Armor, j'ai passé Brest, et puis et je m'y installe. Je m'y installe 9 années. 9 années à Brest, où l'idée de Yann Danielou, c'est de monter un centre de formation agréé, parce qu'au départ, il n'y a pas d'agrément. Ils ont perdu leur agrément depuis l'histoire du Stade brestois avec Vitex, tout ça. Et puis, je fais la rencontre de notre ami commun, Stéphane Nadeau, qui lui perd son poste à Guingamp. Moi, je perds mon poste à Rennes. Bon, pour Yann, c'est deux personnes qui ont l'expérience d'un gros club pour lui amener peut-être une plus-value. Et puis, je vais là-bas avec Stéphane et puis on fait connaissance. Et puis, on va dire qu'avec lui et Corentin Bataille, qui est aujourd'hui au centre de formation du Stade Rennais, Tanguy Favé, qui était le préparateur physique de l'époque, qui lui est aujourd'hui à BBH au hand. Et puis, il y a eu Fred Farou aussi qui était avec nous. Et puis, donc, on monte le centre de formation. Alors, c'est difficile parce qu'à Brest, tu bricoles, tu n'as pas de moyens. Je me suis vu avec une brosse à dents à récurer les vestiaires de la Cavale Blanche parce qu'il y avait une visite de la DTN, l'agrément, avec la brosse à toilette et également. Tout nettoyer, tout ça dans la douche, mais avec Steph, voilà, quand tu veux quelque chose, tu le fais. Puis aujourd'hui, on a laissé le club avec un agrément et il est plutôt pas mal. C'était le début de la construction. C'était le début de la reconstruction, voilà. Et puis ça s'est fait. J'ai pu côtoyer Bernard Maligorne là-bas également, avec qui on a travaillé. Et puis et je fais la connaissance de Corentin Martins aussi là-bas, qui a travaillé avec nous. Miguel D'Agostino aussi également, qui est avec Pochettino aujourd'hui, donc des gens qui sont pas mal dans le foot quand même, réputés. Et puis voilà, l'expérience en pro, elle commence. Tu vas à Brest pour quelle équipe là, du coup, quand tu vas à Brest? Je vais à Brest pour les U15 DH, et l'objectif c'est de les monter sur les 2 années en nation, puisqu'il n'y avait pas d'équipe en nation. Donc, il fallait les monter en nation donc je compose l'équipe en totalité avec que des garçons quasiment du pôle de Ploufragan qui ne sont pas dans les grands clubs. D'accord. Donc là, en fait, tu es en train de continuer ton évolution, parce que si on regarde Exactement. plus, là, c'est OK, club pro à Rennes, avec les jeunes. On voit bien et on sent bien que tu es observateur, tu observes ce qui se passe au-dessus, en dessous. On voit bien que tu es au contact, on voit bien que ce que tu disais en tant que joueur, que tu étais toujours à questionner l'entraîneur. On voit bien que tu es en train de le faire même quand tu es entraîneur, mais plus sous forme d'observation et donc de continuer à t'aguerrir. Et là, tu bascules sur Rennes avec d'autres entraîneurs qui, au final, sont recrutés en même temps que toi, qui, au final, sont largués de leur club pro aussi. Donc, vous vous retrouvez avec une bande de mecs qui est un peu revanchards et puis envie de continuer à évoluer. Et donc, Brest, c'est une belle occasion au final, parce que le club n'est pas super construit. Donc, vous arrivez pour le construire. Donc, ça, c'est une bonne aventure. Donc là, du coup, l'évolution, elle est encore un ton plus haut, puisque tu pars de rien, on va dire, d'un club en reconstruction. Et avec des gens, comme tu le dis, voilà, Corentin Martins, Stéphane Nadeau, tout ça. Et donc, le club, c'est une belle évolution pour toi, en tous les cas. Quelle est la suite? Tu goûtes à plein de choses. Et puis, la suite, déjà, c'est que tu deviens amoureux de Brest. Hein. Tu deviens amoureux de cette ville. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu quittes Rennes, tu dis jamais j'irai à Brest. Et puis, au final, tu dis jamais je quitterai Brest. Voilà, c'est comme les nordistes, hein, tu pleures 2 fois en fait, en allant et en repartant. Et ensuite, c'est que je passe mon formateur au Stade Brestois en 2012. En 2012, je passe mon formateur, je suis accepté au formateur. Je me demande encore comment, mais bon voilà, on m'accepte. Je fais la détection, on est un peu plus de 250, je crois. Et puis, je suis avec les 22 candidats retenus. Donc voilà. Et puis, pendant le formateur, tu as un stage à l'étranger à faire ou alors dans un grand club. Et moi, je décide de le faire à l'Espagnol de Barcelone au départ parce que Miguel D'Agostino est avec Pochettino et il est là-bas. Et donc, je l'appelle. Il
me dit OK, tout est prêt. Et 2 semaines avant de partir, il se fait virer avec Pochettino et donc plus rien, plus d'accroche. Donc je demande à Corentin et de Martins de peut-être me trouver quelque chose, un point de chute. Et puis bon, avec ses connaissances, il me trouve Benfica par l'intermédiaire de Rui Costa. Donc voilà, c'est banco pour moi. Je vais toujours vers le sud, vers le soleil, que j'aime bien quand même. Et puis je tombe à Benfica qui, au départ, Pépite, tu sais, je suis un amateur, mais l'amateur qui a le niveau, je pense que je suis titulaire en première division district incontestable. Mais en ce qui concerne du reste, j'ai des compétences tactiques, je réfléchis, mais je pense que mes pieds ne suivent pas ma tête et forcément, je suis en district, donc c'est ce qui est normal. Et donc aujourd'hui, et je vois le monde pro qui s'ouvre avec le Stade Rennais, donc je regardais ça derrière le grillage et on me demande d'aller de l'autre côté du grillage. Donc je le prends volontiers parce que je suis quelqu'un qui croque la vie et puis qui se dit de toute façon, si tu ne tentes pas, tu ne sais pas si tu es fait pour ça. Donc j'y vais. Et puis là, c'est Benfica. Donc tu dis, waouh, c'est pas mal quand même. Et tu y vas et puis tu descends de l'avion et puis la première personne que tu rencontres, c'est Rui Costa. Le mec que tu as regardé en Ligue des Champions, que tu as regardé en numéro 10, tu dis putain, il est exceptionnel. Et puis il te serre la poigne, il t'écrase la main parce qu'il est costaud. Et puis il te dit bienvenue, quoi. Donc tu fais une semaine de stage. Et une semaine de stage qui se passe bien, où je vois toutes les installations du club et je me rends compte de l'importance du club. Et puis pendant cette semaine-là, je suis encore en observation. Tu vois, je vois Joao Traliao qui a eu 19 à l'époque et puis qui a fait adjoint de Thierry Henry à Monaco là. Et puis je vois des matchs pendant une semaine. J'ai le temps de voir 2 matchs. Je vois Porto et je vois le Sporting. Donc les plus importants à voir quand tu es supporter de Benfica. Donc je me dis wow, c'est là, il faut que j'aille. C'est pas possible. Et puis je continue mon formateur. Je fais cette première semaine de stage et puis. Mais là, déjà, tu peux nous dire, au niveau de la semaine de stage, puisque tu es observateur, donc tu as dû observer, quelle différence par rapport à Rennes, Brest, et ce que tu as vu au niveau entraînement ou structure, ou la façon que c'est abordé? Est-ce que tu as vu déjà une différence ou c'est un club pro, quoi? Oui, non, tu vois une grosse différence. En plus, moi, je suis sommé par le formateur de faire une étude. Donc, je vois que le club a des installations qui sont hors normes, avec une cellule de recrutement qui est pour la formation digne des meilleurs clubs, des meilleures équipes pro, où il y a beaucoup de personnes à temps plein, des analyses vidéo, il y en a 3 à temps plein pour chaque équipe qui sont en train de regarder ce qui se passe. Les matchs sont télévisés, des U7 jusqu'au pro. Il y a une chaîne télé, donc tout ça, je ne l'avais pas vu moi avant, et c'est énorme. Et puis j'étudie un petit peu ce qui se fait, c'est la périodisation tactique. Et la périodisation tactique portugaise, elle est renommée. Et je m'intéresse à ça. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, c'est pas comme on fait chez nous. Et je rate un peu. Et puis j'y trouve mon compte, quoi. Je me dis, tiens, il y a des trucs super intéressants. Et puis, je fais comme d'habitude. Je remplis mon sac à savoir, là. Et puis, je me dis, waouh, j'arrive à me reposer un petit peu, me dire, putain, mais il y a quelques temps, tu jouais en promotion de première au Rennes Patro Association et là, tu es à Benfica. Tu rêves ou tu es encore vivant? Donc, déjà là par rapport au début, quand tu as commencé à aller dans le coaching ou à te dire pourquoi pas y aller, là, on va dire que tu es en train de te dire j'aimerais faire ça. Tu sais, là, tu dois savoir déjà un peu vers quoi tu veux t'orienter du coup là maintenant. Ouais, déjà à Brest, tu dis c'est mon métier. Tu dis ça y est, j'ai trouvé. Tu dis bon, j'ai peut-être eu du pot. Et je suis là parce que Patrick Rampillon l'a décidé, parce que Patrick, c'était comme ça, et comme il décidait, c'était ainsi. Et puis, j'ai eu de la chance. Mais là, à Brest, tu as 9 ans où tu façonnes des joueurs, et puis tu façonnes des joueurs quand même. Tu participes à leur évolution, hein, des garçons qui sont aujourd'hui professionnels, qui sont dans l'équipe 1. Donc, tu dis finalement, on ne fait pas que de la merde. Et là, Benfica, tu t'aperçois qu'il y a encore un gap, mais qu'il y a des similitudes. Et puis, tu te rapproches de ce que tu as envie de faire, réellement. Ouais. Voilà. Parce que là, tu vois le très, très haut niveau et tu te dis qu'il y a un vivier d'apprentissage énorme. Ouais, et puis tu n'es jamais rendu au max, quoi. C'est ça, ouais. Donc là, tu peux t'imaginer ton football à ta vision, entre tout ce que tu as vu un peu à droite à gauche, plus là, tu peux te dire, j'ai vu tout ça, qu'est-ce que moi,
mon ADN à moi, il va me faire ressortir. C'est ça la suite, en fait. Et c'est à partir de là, que je décide que le football sera comme moi je l'aurais pensé et entendu, tout en restant dans les critères, mais plus la formation du formateur qui est hors norme, qui te change un éducateur, mais c'est terrible. C'est tellement elle est bonne et tellement tu t'aperçois que tout ce que tu faisais avant, c'était pas terrible en fait. Dans le Tu cadre ne du posais pas assez de formateur, questions. Pardon? Anthony, dans le cadre du formateur, tu avais une thèse sur l'observation en particulier, tu avais quelque chose à rendre? Ouais, on avait une observation sur le club et ce qui pouvait différencier l'étude, ce qui pouvait différencier ce club-là de la formation française. D'accord. Donc, Dans sa globalité, il n'y avait pas quelque chose de spécifique. non, il y avait la globalité. Puis après, moi, j'ai travaillé un peu plus sur la périodisation tactique parce que ça m'intéresse. D'accord. Ok. Moi, je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport à ce qu'Anthony vient de dire, et surtout sur le formateur. Ça fait plusieurs intervenants qui nous disent que c'est vraiment la formation qui est la plus enrichissante et la plus complète, parfois même au-delà du diplôme pour entraîner une équipe pro, sauf au niveau de la com. Hein. Je ne me souviens plus quel est l'intervenant qui avait parlé de la com, qui était vraiment au top au niveau du diplôme pour entraîner les pros. Mais ce fameux diplôme de formateur, il est vraiment très, très, très enrichissant. J'en avais déjà parlé à l'époque, ça fait déjà un petit moment à Sedan avec Bertrand Roseau et Christophe Point à l'époque. Donc, ça confirme les propos que vient de tenir Anthony. Oui, c'est une formation extraordinaire. Ça te change toi en tant qu'homme. En plus, tu vis pendant 14 semaines sur 2 années avec tes 22 comparses et tu apprends de chacun. Donc, tu vis des choses humainement qui sont difficiles parce que non seulement tu travailles dans un club, tu as ta famille, tu as tes rapports, tu as toutes tes séances à mettre sur informatique, tu as tes trucs vidéo. Mais les formateurs sont excellents. Moi, dans ces formateurs-là, j'ai eu Eric Monbaers, par exemple, qui était le responsable. Donc, Eric, c'est le savoir et il t'amène avec lui. J'ai eu Philippe Lambert, Laurent Guyot, Jean-Claude Gentini, qui est c'est optimum. Sylvain Matriciano, avec lequel j'avais des relations particulières parce qu'il avait été entraîneur à Brest. Et puis les préparateurs mentaux qui étaient Joël Tréberne, qui est extraordinaire, qui te fait voir les choses d'une autre manière. Enfin, tu et tu as une approche différente. C'est des coachs formateurs qui te marquent. C'est ce qu'on disait par rapport à Furlan quand on l'a eu à l'émission. Comme l'a dit Imed, c'est vrai que c'est ce genre de coach qu'on aimerait avoir en formation ou ce genre de profil de coach. Et nous, on l'a eu avec Sébastien Cuvier. On a eu par exemple, comment il s'appelle, Denis Troche qui était passé à une formation de recyclage. C'est pareil, quand tu sors d'une matinée avec ce genre de phénomène, il te modifie ta vision. Quoi. Tu te dis, merde, oh, putain, oui. Ça. Et là, ça, c'est intéressant. Encore une fois, là, tu es encore une fois dans tout ce qui est apprentissage. Donc là, tu fais la semaine au Benfica. Ouais. Après, qu'est-ce qui se passe? Alors après, je retourne dans mes pénates. Je continue à travailler à Brest. Et puis, je suis pas fin de contrat à Brest, mais ça sent la fin. Ça sent la fin parce qu'avec j'ai une vision qui commence à changer. Nous, ça fait 9 ans qu'on est là. On est sur un cycle. Et puis, je suis plus d'accord avec Alex Dupont à l'époque, qui est le coach de l'équipe première. Alors, Alex Dupont n'a rien à faire d'Anthony Rimasson. Je ne le connais pas de toute façon. Mais on n'est plus en phase parce que je forme des joueurs que je ne peux pas faire passer en pro parce qu'on me dit non, je préfère passer des joueurs qui sont plus capés plutôt que des jeunes. Donc, prendre un risque très cher plutôt que d'aller prendre un risque avec des jeunes. Et bon, je ne vois plus le sens de mon métier. Je me dis, je suis là, tu vois que le projet club n'est plus un projet club en gros. Non, c'est plus un projet club. Ça ne correspond plus à rien. Donc nous tous, avec Steph, Steph est devenu mon pote, mon vrai pote. Et on se pose les questions. On se dit, on n'est plus là pour ça. On propose Romain Thomas, par exemple, à donc, non, on ne va pas le faire jouer. Alors, on ne veut pas faire jouer Romain Thomas. Aujourd'hui, c'est quand même une pièce importante à Angers. Il y a plein de choses. Les Mathias Autrette qui aujourd'hui sont là. Donc voilà, donc je dis, pour ne pas partir fâché, je me dis, bon, on stoppe là. Et puis, on stoppe là. Et je me retrouve un peu
un peu sans rien. Et puis, à partir de avril, et ben, les fins de contrat. Hein. Et puis en mai, on m'appelle, le directeur de l'académie qui est Armando Carnero, m'appelle, je vois son numéro, et puis comme je vous disais tout à l'heure, c'est mai, c'est la finale de la Ligue des Champions. Je me dis, tiens, pour service rendu, il veut m'inviter je me fais un film. Je me dis, voilà, je vais aller voir un super match, ça va être génial. Et en fait, non, il me propose un poste, et Benfica est en concurrence avec Chelsea, avec Lyon, pour prendre en charge l'équipe nationale gabonaise des U17 pour les préparer pour la CAN 2017. Et là, on est en 2014. Et je vais défendre le projet là-bas. Et puis, ça marche. Le président qui est là-bas, le Gabonais, me dit, OK, on va faire ça au Benfica. Donc, Benfica a besoin d'un entraîneur francophone parce que les Gabonais sont francophones. Donc, je suis choisi et puis j'y vais. Encore une fois, je me dis, j'ai rien à faire à Benfica, mais je tente le coup. Et puis, voilà, en juillet, fin août 2014, j'intègre le centre de formation de Seychelles à 13 km de Lisbonne. Et puis, là, c'est plus simplement une semaine, on y va pour un an. Là, tu rentres dans ce que tu as vu, quoi. C'est là que voilà. Ça devient intéressant. Ça m'a donné, tu vois, on m'a offert le bonbon et puis j'ai été le chercher. Et donc, je vais là-bas. Je ne parle pas portugais, pas un mot, si ce n'est obrigado, c'est tout. Donc, ça, je le dis souvent au départ et à tout le monde. Et puis j'ai un staff là-bas. On me donne un staff de 12 personnes. Ça passe du magasinier au chauffeur qui va nous chercher, et puis je vis dans un hôtel là-bas avec les Gabonais. Tout est mis en place pour qu'on s'entraîne au centre de formation de Seychelles. Je fais partie intégrante de l'équipe technique de Benfica, et puis j'ai la responsabilité de l'équipe, mais aussi du staff. Donc pour communiquer, on communique un petit peu en français avec les Gabonais, beaucoup, mais un peu en anglais avec les Portugais et rarement en portugais. Donc, je me dis, c'est quand même compliqué. Et je prends 2 mois de mon temps parce que là-bas, j'ai travaillé sur les séances d'entraînement, mais après, j'avais du temps. Et je me mets à apprendre le portugais. Et puis, au bout de 2 mois, j'arrive à me faire arrêter par la police et à expliquer que je travaille pour Benfica. Et grâce à Dios, le policier et du Benfica. Donc, voilà, j'ai évité l'amende. J'ai évité l'amende. Donc, grâce à ça. Mais voilà, et puis là, je découvre l'institution. Puis mon portugais, ça forcément s'enrichit. Et là, pendant un an, magnifique. Les matchs de Ligue des Champions, les derbies, les Juventus que je vais voir là-bas, Liverpool, PSG. Alors, à l'époque, je suis supporter de Benfica et pas de Paris parce que voilà, je suis benfiquiste. Hein. Et puis voilà, et puis ça s'enchaîne. Et là, c'est extraordinaire. Et je finis mon formateur avec une année à Brest et une année à Benfica. Oui, là tu es rentré dans la formation, parce qu'au final, même si c'était l'équipe gabonaise, tu étais dans le cursus ou dans la formation quand même oui. De là-bas. Donc là, une fois que tu es rentré dedans, même si tu l'avais observé pendant une semaine, tu as retenu des choses. Qu'est-ce que tu as senti qui était différent? Sur quoi ils appuyaient, par exemple, au niveau des jeunes et de la formation? C'était quoi leur identité pour former de bons joueurs? Déjà, chaque staff est composé d'au moins 7 personnes pour toutes les équipes, au centre de formation comme à la préformation. Donc, c'est extraordinaire de voir toute cette armée derrière. Donc, les gamins sont bien pris en charge. Et puis, je m'aperçois d'une chose, c'est que la périodisation tactique, elle fait partie intégrante de l'entraînement. Et c'est l'école, l'université de Porto qui draine tout ça avec José Mourinho et puis Vitor Frade qui en est le maître d'œuvre. Et puis là, on voit que ça s'est mis en place. Et puis je regarde toutes les séances, je les mange. Je mange toutes les séances, des petits juvéniles jusqu'aux grands, João Tralhão, João Santos. À l'époque, c'est Jorge Jesus qui est l'entraîneur. Donc, quand on n'avait pas le droit de regarder, mais je me cachais pour regarder. Et bon, tu fais le tour, tu t'aperçois de la grandeur du club par la qualité des entraînements, mais par aussi toutes les infrastructures. Donc, un maître mot là-bas, c'est recrutement. On recrute d'abord. On tisse un réseau incroyable. Plutôt que de faire venir les jeunes,
on les entraîne à la façon Benfica, proche de chez eux. C'est très, très géographique. Ils sont… C'est-à-dire dans leur club, à eux, ils restent dans leur club? Ouais, c'est-à-dire que le week-end, ils restent dans leur club et puis la semaine, ils s'entraînent avec le groupe Benfica, en fait. D'accord. Histoire de passer partout. Et ce sont des entraîneurs qui sont payés par Benfica. Voilà, puis ils les entraînent à la méthode Benfica. Comme ça, quand ils arrivent à l'âge de 16 ans, ben, ils sont déjà au point. Ils ont la méthode, ils importent ou ils exportent leur méthode dans les clubs voisins C'est ça. avec des entraîneurs salariés du club du Benfica pour aller superviser et former en même temps les clubs à côté. Ils ont quasi… Il y a un objectif de développement d'un sentiment d'appartenance. C'est ça. Pour le club de Benfica. Ouais. C'est exactement ça, c'est le sentiment d'appartenance qui prône. Au Portugal, hein, c'est très ancré. Hein. Tu as ces 3 clubs-là, hein, même 4. Hein. Tu as Guimarães, tu as Braga, Porto, Benfica et Sporting. Voilà, c'est bien ancré. Et puis, en général, les gens de Guimarães ne viennent pas ni à Porto, surtout pas au Benfica. Donc, c'est bien ancré. Il y a une identité qui est propre. Et donc, la volonté, c'est ça, c'est de former sur une identité, puis ensuite à une image bien précise du club, technicité bien précise. En fait, ils ont une affiliation des clubs aux alentours. Chaque club pro a son affiliation avec des clubs voisins. Et ils sont inclus dans la vie du club ou dans le cursus du club. C'est là que ça devient intéressant. À l'inverse de nous, en France, sur certains clubs, je ne connais pas tous les clubs, bien sûr, mais à l'inverse de nous, où les clubs pros, ils ne regardent pas trop. Après, ça dépend quel club, mais moi, dans mon cas, ici, sur Bordeaux, on va dire que tu as beau avoir de bons joueurs. Toi, aujourd'hui, ce matin, il y avait un article de journal, un gamin de 14 ans, je crois, ou 15 ans plutôt, qui était très bon déjà. Moi, je l'avais vu un tournoi. C'est le PSG qui vient de le prendre. Mais ça fait 5 ans que je le vois qu'il est très bon, ce gamin. Moi, je l'avais vu d'un petit tournoi. Les Girondins, ils sont où? Tu vois, il n'y a pas cette affiliation. Pourtant, il y a la reconnaissance qu'on avait à l'époque du club des Girondins. Aujourd'hui, elle s'efface tout doucement parce que le club, là, c'est notre façon de procéder, c'est du business. Sauf qu'au final, ils perdent un vivier de gamins qui est en dessous et au final, ils ne les intéressent pas. Et les clubs meurent autour parce qu'ils n'ont pas les moyens d'être dans de ce que tu dis, là, le club du Benfica qui limite, par le biais qui donne un entraîneur à encadrer les autres entraîneurs et à mettre cette structure, ils les aident quelque part financièrement et ils deviennent hyper cadrés. C'est génial. C'est ça. Et puis l'identité se fait aussi avec les figures de Benfica. Dans les équipes de Benfica, tu as une figure, un adjoint qui a joué pour le Benfica. Par exemple, en U16, c'était Chalana. Donc, avec Chalana, on a discuté pas mal parce que il avait joué en France, donc il parlait un peu français. Mais bon, tu vois Chalana sur le terrain, quand les gamins ils le voyaient du Benfica. Voilà, Chalana, c'est celui qui avait marqué le club. Donc, et dans chaque équipe, tu as quelqu'un comme ça, un joueur comme ça. Donc, c'est identifié, quoi. C'est ce que disait Imed. C'est l'identification. Imed a tout à fait raison. C'était ça. Anthony, il y avait une façon de jouer qui était semblable des petits jusqu'aux pros. Oui. Ouais. La façon de jouer, déjà, le foot à 11, c'était du 4-3-3 avec une animation forte sur les côtés et des excentrés qui rentrent pour donner de la densité à l'intérieur et des latéraux qui prennent sans arrêt le couloir. C'est très offensif. Hein. Il disait qu'il valait mieux gagner un 4-3 plutôt que faire le blocus et gagner un 0. Quoi. Il y avait du spectacle. Et voilà, toutes les équipes jouent comme ça. Et ce qui m'a frappé là-bas, ils voulaient à tout prix que les garçons reviennent à football da rua, comme ils disaient. C'était le football de rue. Mets 2 poteaux, mets 2 cartables, mais joue au foot et pousse le ballon. C'est du 20 contre 20 dans 15 mètres carrés, mais tu vas jouer des coudes et tu vas jouer au foot. Et parfois, j'ai même vu des entraîneurs faire du 1 contre 8 et pendant 30 secondes, il faut que tu gardes la balle. Donc, c'est la foire d'empoigne. Sauf que nous, quand on jouait, c'est comme ça qu'on… Et puis aujourd'hui, les joueurs de foot sur la région parisienne, sur les stades, c'est comme ça qu'ils jouent et c'est comme ça qu'ils deviennent meilleurs. Enfin, c'est le football de rue. C'est le football de rue. Manu, toi, qui a l'ADN portugaise, qu'est-ce que tu en penses? Tu t'y vois là ou quoi? Je ne suis pas du tout surpris des propos que peut tenir Anthony parce que je sais un petit peu comment ça se passe. Et il m'aide à 100% raison quand il parle d'identification. Au Portugal, c'est ancré. C'est l'exemple même, c'est
Le FC Porto n'ira pas forcément. Ils ont des émissaires aussi dans le sud, hein, attention. Mais ça leur sera beaucoup plus difficile de choper un gamin lisboète que de choper un gamin de Braga ou de Guimarães, parce que Guimarães, c'est pas très loin, Braga, c'est le nord. Il y a une très, très, très grande différence aussi entre ces clubs-là, une différence régionale, mais c'est viscéral, quoi. C'est comme ça depuis des années. C'est comme ça depuis des années. Et il y a deux clubs qui émergent un petit peu et qui viennent s'ajouter aux trois grands clubs, Porto, Benfica et Sporting. Anthony l'a fort justement évoqué, c'est Braga et Guimarães qui progresse aussi d'année en année, qui se structure super bien également, qui travaille de mieux en mieux. Quant à la méthode universitaire, ça fait un petit moment que ça dure et beaucoup d'entraîneurs portugais travaillent par rapport à cette méthode. Voilà. Ouais, ils sont dans la recherche et Exactement. ils sont vraiment dans la grosse recherche et ils essaient de l'améliorer tout le temps, quoi. Et la périodisation tactique aussi, ça fait un bail que c'est mis en route et beaucoup de clubs maintenant travaillent par rapport à ça. Moi, j'ai un ami qui a joué avec moi à Braga qui s'appelle Carlos Carvalhal et qui est à Rio Ave, qui est un club du nord de la première division portugaise qui a pas mal bourlingué. Et c'est aussi un adepte de cette façon de travailler. Ouais, après, il faut être convaincu de ça, hein. Après, on peut l'améliorer, on peut la changer, mais ça doit être un principe. Après, l'identité, comme disait Imed, l'identité, elle est de tout instant. Moi, quand j'ai eu la chance, j'ai participé, quand j'étais à Benfica, il y avait l'enterrement, les obsèques de Eusébio. Eusébio, c'est juste une icône, hein, au Portugal et d'autant plus au Benfica. Et voir l'engouement que ça avait dans le stade, quand il y a sa limousine qui fait le tour et qu'on t'en parle, et c'est quasiment deuil national pendant une semaine, tu dis là, on est dans un autre monde quand même. Je confirme. Tu t'es senti dans un pays de football. Ouais, c'est ça. Oui. En fait, pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai eu la chance d'aller au Portugal en vacances. C'était la première fois. Et il y a quelque chose qui m'a marqué en fait, quand l'avion commençait à descendre à Lisbonne. En fait, tu voyais les deux stades proches l'un de l'autre. En fait, tu les vois quand tu commences à descendre, tu les vois. Et quand j'ai mis un pied au Portugal, j'ai dit, en fait, tu sens que tu es dans un pays de foot. C'est un sentiment qui est assez particulier parce que quand tu te balades dans les rues, tu sens que le football n'est pas loin. Ouais. Un sentiment assez étrange. C'est ça, et personne n'aime pas le foot. C'est ça. Ça fait partie ça fait partie de l'identité et de l'ADN là-bas. Et puis… Mais l'Espagne, Portugal, on sait très bien. C'est ça. Bien sûr. Et donc, pour rebondir, après donc, cette année au Benfica, tu bascules là. Année exceptionnelle. Et puis bon, le projet prend fin pour différentes raisons, hein. Après, une fédération qui change au Gabon et ça prend fin. Et donc, mon contrat prend fin tout naturellement. Et puis je reste à peu près, je crois que c'est 6-7 mois au chômage. Ma femme pourrait vous dire parce qu'elle a pu calculer tout ça. Et puis, je me retrouve pour une fois sans rien, hein, avoir passé quelques années du lundi au lundi sur les terrains. Et puis, donc, je me ressource un petit peu. Et puis, au bout de 15 jours, t'en as marre quand même de te ressourcer. Didier Christophe, qui est responsable de DMVE, me demande si je veux faire les 10 mois vers l'emploi avec l'UNICATEF. Et j'accepte. Et puis là, je fais des rencontres. Carl Olive, par exemple, qui s'occupe de tout ce qui est communication et management. Et là, c'est une révélation parce que Carl, c'est le journaliste que je regardais à la télé, à Canal+. Et puis là, non seulement il est maire de Poissy, mais en plus, il fait son job. Président de Poissy d'abord. Président de Poissy d'abord, ouais, tu as raison. Exact. Un gars qui si tu es morose, tu le croises et puis tu n'es plus morose, tu vas chanter derrière. C'est énorme. Et moi, j'avais déjà fait Et puis là, il y a un contact qui se crée avec le club de soccer Longueuil dans la banlieue de Montréal. Mais moi, j'avais fait déjà un stage au mois de juillet quand je quitte Benfica. Je fais un stage là-bas. Michael Lebaïf, avec qui j'ai passé mon formateur, qui est entraîneur au Havre,
qui était en U17 à l'époque. Il a des connexions là-bas. Il me demande si je suis intéressé pour faire 15 jours de stage, tout frais payé là-bas. Je dis bon, j'y vais. Il fait 40 degrés. Là-bas, c'est exceptionnel l'été. C'est le festival Juste pour rire. C'est le festival jazz. Donc, j'ai dit, je fais connaissance de personnes. Et puis, bon an, mal an, je sens qu'on peut me proposer quelque chose là-bas. Et puis, bon, on me propose le poste de directeur technique. Donc, ça prend un peu de temps avant de faire tous les papiers parce que ce n'est pas facile pour faire les papiers, pour s'expatrier. Ce n'est pas évident. Et puis, on décide de passer l'Atlantique. Alors, j'ai 2 propositions à l'époque. Une en Algérie avec Hubert Velud pour commencer un projet de formation avec, je sais plus, je crois que c'est… C'est pas Sétif? Non, c'était à l'USM. Ah, l'USMA d'Alger, ouais. Ouais, parce qu'il est… Je crois que c'est les frères Haddad qui tenaient le club à l'époque. Exact. Ouais, c'est ça. Et puis, je donne mon passeport pour partir. Et puis, sur YouTube, il y a un journaliste français qui se fait couper la tête en direct à Alger, pardon. Et, là, on se dit, bon, on va traverser l'Atlantique plutôt que la Méditerranée. Et puis, peut-être qu'on va voir ce qui s'y passe. Donc, on y va. Et puis, voilà, je suis accueilli par ces Québécois qui sont magnifiques. Voilà, qui ont un état d'esprit hors pair. C'est complètement une culture différente. Et puis c'est un football différent parce que déjà, on l'appelle soccer. Donc, ça n'a rien à voir. Tu fais la connaissance de deux saisons, une saison été, une saison hiver. Et j'arrive là-bas et je prends le poste. Et comme adjoint, vous l'avez peut-être connu, j'ai Gilbert Baya qui a été gardien de Grenoble, qui a été formé au Red Star et qui a joué en Ligue 2 à Grenoble et puis à Sedan également. Ouais. Et qui est là-bas depuis 1 an avant moi, qui joue dans l'équipe de première division québécoise, qui est la PLSQ, semi-professionnelle, et puis qui est en train de faire sa reconversion. Et voilà, ça devient mon adjoint et c'est devenu mon pote là-bas. Et puis aujourd'hui, c'est lui qui est directeur technique là-bas et il se démerde bien. Ce qu'il fait, c'est pas mal. Et donc, j'arrive dans un nouveau pays, sur un nouveau continent, où on parle le français, mais pas le même que nous. Au départ, j'ai un peu de mal. Et puis, il faut gérer 2500 licenciés. Ça, j'allais dire. Là, on est dans l'esprit MLS, quoi. MLS, américain. J'allais dire. Ça m'y fait penser aussi. Franchise de combien de licenciés? C'est énorme. Hein. C'est une grosse structure. Et puis, tu découvres ça, quoi. Toi, tu es avec tes idées françaises. On va faire un truc qui va ressembler à un centre de formation, tout ça, mais Macache, c'est impossible. C'est juste impossible parce qu'il y a une donne qui est importante, c'est que l'argent ne descend pas de là-bas. Chez nous, il descend, c'est droit télé, fédération, ligue, club. Là-bas, il compte des clubs. Chaque gamin, pour pratiquer le soccer, va donner $1 500 pour l'année. Ouais, ça revient à ce que Louis nous racontait sur le foot américain. Exactement. Exactement. Ou les clubs, ouais. Et c'est très complexe. C'est très complexe quand tu as une formation comme moi qui est très technique et pas forcément dans le management au départ et dans la gestion d'un club. Donc, tu n'as pas de formation de gestion et tu tombes dans un truc où tu brasses quelques milliers de dollars et tu dois gérer. Et donc, le premier truc qu'on me demande, c'est de faire des économies parce que le club a quelques dettes qu'ils ont renflouées quand même, mais essayer de faire des économies. Donc, la première économie, c'est sur les terrains. Parce que c'est l'hiver et quand tu as 1,50 m de neige et qu'il fait moins 27, parfois moins 40 quand il y a un peu de blizzard, tu ne t'entraînes pas dehors tout naturellement. Et donc, tu as un dôme. Et le dôme, c'est à peu près $500 de l'heure. D'accord. Dans tes 2500. Un dôme pour le club complet? Ouais. Non, pas que pour le club, pour la ville. Et la ville, c'est le club Soccer Longueuil qui a 2500 licenciés, le club de Saint-Hubert qui en a quasiment autant, Boucherville quasiment autant, et d'autres clubs aux alentours qui sont plus petits mais qui ont quand même à peu près 1000 licenciés. Alors, c'est partagé quand même entre la compétitif et le récréatif. Donc, le compétitif, tu donnes un peu plus de séances d'entraînement et le récréatif, c'est une séance d'entraînement et puis un match. Mais il faut quand même tous les occuper parce qu'ils donnent de l'argent. Et cet argent-là, il faut que tu essayes de le trouver et surtout de ne pas le dilapider. Quel sentiment, Anthony, quel sentiment tu as eu en fait en passant on va dire du sud en fait, du sud où le soleil
et une partie plutôt spécifique où tu es plutôt dans l'entraînement. Ouais. Et là, tu es dans la gestion. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment, non, finalement, je ne suis pas fait ça, je suis pas fait pour ça, je suis plus fait pour le terrain? Ah, tu as raison, Imed. J'ai plusieurs sentiments qui m'arrivent au départ. Le premier, il est humain. C'est de me dire, j'arrive, les gens sont exceptionnels quand même. Mmh. Ils viennent me chercher pour aller visiter. Les propriétaires, par exemple, de location, venaient me chercher pour aller visiter leur appart pour le louer, par exemple. Tu n'as pas un propriétaire en France qui vient te chercher, il dit tu te démerdes. Hein, Ouais. L'hospitalité donc, canadienne, c'est connu. c'est ça, c'est ça. Les gens sont très accueillants. Ensuite, c'est oui, le sentiment de m'être trompé. Le premier mois, ouais, quand je vois la charge de travail, je me dis ça va être compliqué. Moi, je suis habitué à être sur le terrain et là, on me demande d'être 20% sur le terrain et 80% sur… Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est ça. Ouais. Mais bon, bah, tu te découvres, hein, Imed. Tu te découvres des qualités que tu n'avais pas, d'organisation, d'économiste parfois, toute proportion gardée. Gérer Économie. financier. Et puis, comme je te disais, les premières économies, c'est plutôt que d'entraîner une équipe ou deux équipes sur un terrain, bah, tu en entraînes 10. Et ça a été ma marque de fabrique où plutôt que de louer pour deux équipes, bah, je louais pour 10 équipes. Donc, tu as à peu près 10 équipes, tu as 20 bonhommes, tu as à peu près 200 bonhommes qui sont sur un terrain et des U6 jusqu'au senior sur un terrain. Donc, tu partages en dixième. Donc, aujourd'hui, de gérer 22 filles comme j'ai aujourd'hui, dans l'organisation, ça va, tu vois. Un terrain pour 22, c'est largement trop. Des clubs qui aujourd'hui, par exemple, toi, Imed, tu devrais peut-être partager des terrains et quand tu as la moitié d'un terrain, tu dis, bon, c'est pas assez. Nous, on avait un dixième et tu peux faire des choses. Et là, j'étais obligé de mettre en place ma planification technique avec le nombre que j'avais, avec l'espace que j'avais et avec les convictions que j'avais. Les convictions, c'était la périodisation tactique. Donc ça, c'était obligatoire et je ne voulais pas déroger à ça. Et puis derrière, ben, tu saucissonnes les terrains et puis tu fais en sorte que toute ta période hiver, ben, tu t'entraînes avec des petits groupes. Et puis dès que l'été arrive, en tout cas en avril, fin avril, tu commences à sortir. Et puis là, ben, tes gamins, ils jouent bien dans les petits espaces. Ils ont du mal dans la profondeur et dans la largeur. Mais ce n'est pas grave. Mais après, il faut persuader les gens que c'est le bien fondé des choses. Ouais, tu dois impliquer. Là, il y a des questions d'internautes, mais je vais te couper. Mais il y a un internaute qui, justement, ben, par rapport à ton passé et l'évolution, donc la question, je trouve elle intéressante. Donc, on va le faire participer. Je vais voir s'il peut participer. Ça peut être pas mal. Ça collera par rapport à ce que tu as vécu, quoi, en fait. Alors, OK. Alors, est-ce que l'internaute, là, il est là? Bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Alors, j'essaie d'activer. Le micro fermé, je pense. Ouais. OK. Donc là, il nous entend. Bonjour. Bonjour. Oui. Est-ce que vous pouvez poser votre question à Anthony? Allez-y, parce que je trouve qu'elle est intéressante. Oui, bonjour, Anthony. Bonjour. J'aimerais savoir, vous m'entendez? Oui, ça grésille un peu, mais je vais tendre l'oreille. Allez-y. J'aimerais savoir quel était votre plus gros challenge à Longueuil. Quel était ton plus gros challenge? Vas-y. Mon plus gros challenge, c'était comme je le disais, c'était d'entraîner de manière quasi professionnelle, avec autant d'effectifs et surtout montrer que la formation était plus importante que le résultat. Parce que c'est ancré, c'est la société, enfin, les Nord-Américains sont un peu comme ça, on est notamment dans le foot et dans le sport, il faut des résultats. Donc le match est plus important que l'entraînement. Et il a fallu que je change un peu les mentalités en leur disant que les entraînements étaient beaucoup plus importants que les matchs, que gagner un match, ça pouvait se faire n'importe quand et n'importe comment, et qu'il valait mieux perdre un match, en tout cas chez les jeunes, en ayant bien joué, que de gagner un match en mettant le plus costaud. Parce que là-bas, c'est un peu ce qui se passe. Pas plus maintenant, en tout cas, ça tend à changer. Mais quand je suis arrivé, c'était ça. Hein, c'est la culture un peu des lauréats. C'est voilà, si tu es grand, costaud, tu vas être meilleur buteur. Le hockey, quoi. Il y a des galas, quoi. En fait, c'est juste la culture du hockey qui a été transposée sur le foot. Être costaud et aller gagner et se batailler pour gagner, quoi. C'était ça. Alors qu'ils ont beaucoup de très bons joueurs, des très bons petits joueurs. J'en ai côtoyé pas mal qui sont… Oui, après c'est vrai qu'imposer une nouvelle philosophie à autant un petit club de 200 licenciés, je trouve que c'est facile à faire.
Ouais. Une philosophie, un club de 2500 licenciés. Bon, Bah, c'est du boulot. Alors, c'est monsieur difficile. l'internaute, on va mettre la vidéo, je pense, parce que autant qu'on vous voit, et puis si, voilà, si vous avez l'occasion de le croiser, comme ça, vous pourrez poser une autre question. Je ne sais pas si celle-là, déjà, la réponse vous convient. Voilà. Salut Gilbert. Merci. Gilbert Maillard. Là, Elle me c'est convient. Elle me convient la réponse. Bon, Gilbert, toi, présente-toi. Et donc, Anthony l'a fait un petit peu, mais vas-y, présente-toi. Mais bah, Anthony, il m'a bien présenté. Moi, ça fait maintenant 7 ans que je suis ici, mais je suis un ancien joueur professionnel. Je suis de la région parisienne, formé au Red Star 93, donc pas loin de Bobigny. Il m'aide. On est du J'en même ai joué. secteur. J'en ai joué des matchs avec le Derby. centre de formation et des petits derbies à Bouboche. Donc après le Red Star, je vais à Sedan, je signe pro, à Sedan. Je fais 2 saisons et je passe à Grenoble pour 5 saisons également. Et Chypre par la suite. Une sélection avec l'équipe nationale du Cameroun en U20 pour la Coupe du Monde et avec les A pour une sortie en match amical. Et je débarque au Québec il y a maintenant 7 ans. 7 ans après une saison, après une année où j'ai pas réussi à retrouver de contrat en France, j'ai décidé de venir m'expatrier ici avec la famille. Et comme le dit Anthony, c'est pas évident de s'habituer à cette nouvelle vie, à cette nouvelle façon de jouer, de penser foot, parce que nous on parle foot, mais ici ils parlent soccer, et c'est totalement différent. Il faut s'y adapter. Donc voilà, et Là, j'ai eu la chance. tu as pris la suite, là, c'est ça, hein? Bah écoute, oui, Anthony. Anthony m'a laissé les rênes et le club m'a fait confiance en me donnant les rênes du club. Mais voilà, j'ai travaillé pendant 4 saisons avec Anthony. Oui. Comme il l'a dit, j'étais là avant qu'il arrive et Oui. de collègues, on a eu de collègues, ça s'est transformé en amitié. Donc voilà, Et du ça. coup, ce qu'il a dit, la gestion ou la philosophie que Anthony a essayé de mettre en place, si toi tu es dans la continuité, maintenant tu es passé côté aussi un peu administratif, on va dire, Tout moins à peut-être fait. terrain, tu dois gérer pas mal de monde. Là, du coup, toi tu étais joueur, donc tu connaissais déjà avant. Aujourd'hui, tu es passé de l'autre côté, on va dire, vraiment à être la personne qui supervise et qui met en place. Difficile ou pas? C'est comment au Bah quotidien? écoute, difficile, surtout que là, je reprends le club sur une année où on a la reconnaissance des clubs, ce qui est comme la labellisation en France qui Ouais. arrive et on doit mettre ça en place. On a également le Covid, le Covid qui arrive et je pense que gérer un club en temps de Covid, c'est pas facile. Et moi, je le répète, l'expérience que j'ai, c'était l'expérience en tant que joueur. Et comme l'a dit Anto, quand tu sors de là, tu es un joueur ou tu es un entraîneur et tu n'as pas ce côté management, gestion. Donc, je me fais sur le tas et j'apprends chaque jour. Donc, pas facile de gérer Tu gères 2500. combien d'éducateurs et de coachs? Combien il y en a en tout Aujourd'hui, le staff, il est composé d'une trentaine d'éducateurs, 30 à 40 éducateurs pour le staff. Là, c'est des gens qui sont à plein temps parce que pour gérer autant de licenciés, Non, c'est pas plein temps. c'est pas des gens. Non, non, à temps plein, il y a deux directeurs techniques adjoints parce qu'on a rechangé justement l'organigramme après le départ d'Anthony pour justement répondre un petit peu aux demandes de la reconnaissance des clubs. Donc, je suis en tant que directeur technique et j'ai 2 adjoints et on a une directrice administrative au club. Donc, un club de 2500 licenciés géré par 30 personnes où il y a très peu de salariés en fait à plein temps, quoi. 3. Ouais, il y a 4. 4 salariés à temps plein. Ouais. Donc déjà en France, c'est pas facile. Quand on voit un club de 400 licenciés, on voit la prise de tête. Alors imaginons 2500 licenciés avec peu de structure qui va avec 2500 licenciés. Ça va être un casse-tête chinois le truc. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, Pépite, c'est vraiment cette donnée qui est importante, c'est que les licenciés payent. Donc, ce sont des clients et Oui, c'est des clients. Ouais. Ouais. qui ont droit de te dire ce que tu dois faire, pas faire. Donc, c'est difficile pour un directeur technique et Gilbert le fait bien, a pris la suite de bonne manière. Et ce n'est pas évident parce que tu donnes beaucoup de ton temps au club parce que, bon, en plus, tu n'as pas de week-end. Hein, et puis, ce qu'il faut voir, c'est que
les équipes jouent et les gamins jouent tout le temps. Ça peut jouer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu as des matchs tous les jours. Ouais, c'est vraiment comme les Américains, quoi. C'est Oui, parce que la saison, quoi, en fait. tu as plein de monde, tu n'as pas assez de terrain, donc il faut les faire jouer tous les jours. Ouais, c'est ce que montrait Louis, quoi. Et c'est là où ça devient intéressant. Ah, c'est un casse-tête, mais c'est une richesse. Quand tu sors de là, tu peux gérer pas mal de choses. Ouais, je pense. Et Gilbert Au niveau, témoigner. Pardon? au niveau des diplômes, Gilbert, tu passes tes diplômes là-bas ou tu les avais passés ici avant de partir? Écoute, quand j'ai terminé de jouer, tu sais, à l'époque, ma génération, c'était pas trop on passe les diplômes. Tu sais, on profitait, on jouait. Donc moi, je suis parti en France, j'avais uniquement l'animateur senior. Et quand je suis arrivé ici, j'ai passé les diplômes québécois. Et Anthony, depuis 2 ans, en fait, il n'arrête pas de me dire, Gilbert, écoute, très bien de passer tes diplômes en France. Donc, il faut que j'y réfléchisse et je veux aussi essayer de voir avec la VAE par rapport à mon vécu parce que j'ai quand même pas mal de saisons en Ligue 2. Donc, je pourrais voir tout ça, en fait. Ouais. Pour basculer, les gars, Anto, comme on le fait à chaque émission, on va présenter un exercice. Tu l'expliques et ça sert parce que les coachs regardent. Donc, il y a beaucoup de coachs à regarder, bien sûr. Et donc, chacun le prend après. Chacun peut le mettre à sa sauce pour sa catégorie ou autre. Donc, je vais partager l'exercice. Tu l'expliques et on échange dessus. Donc, c'est parti. Vas-y, à toi. Donc là, sur cet exercice-là, je suis certainement pas mal de coachs, et puis Gilbert le connaît bien parce qu'il l'a vu et revu. C'est ce que j'aime le plus parce que à l'intérieur, tu peux tout y mettre. C'est juste, tu as 3 équipes qui se rencontrent. Les 2 équipes aux extrémités sont ensemble. Le but du jeu, c'est trouver la passe intérieure et de conserver. Et puis, si les Bleus, ici au milieu, récupèrent la balle, la première option, c'est ils la récupèrent, ils ont gagné la balle sur les Blancs, ils la donnent aux Rouges, ils passent à l'extrémité et puis les Blancs sont à l'intérieur et inversement. Et puis, tu as d'autres options où tu vas travailler à la récup, par exemple. Quand tu récupères, si les Bleus récupèrent au milieu, eux vont attaquer le but en face. Et tu peux y mettre tout. Tu travailles la transition, tu travailles le jeu de position, tu vas travailler cette transition offensive-défensive, tu vas travailler les appuis, tu peux agencer sur le côté, tu peux le mettre aussi en losange. C'est un exercice qui va être tonique. Tu peux le mettre sur tout le terrain. C'est quelque chose qui, pour moi, me parle parce qu'à l'intérieur, et moi, je fais partie des coachs qui… Je n'aime pas faire ce qui est tout ce qui est raisonné. Toi, tu défends, mais tu défends que comme ça. Toi, tu défends, mais tu fais doucement quand même. C'est pas la vraie. La réalité, c'est tu défends tout le temps. Et le truc, c'est en fait, tu peux apprendre comment jouer au foot, mais si tu n'as pas un adversaire en face, tu auras toujours une réponse différente à donner. Chaque jour, tu as le ballon dans les pieds, tu peux t'entraîner tous les jours, ce sera différent. Et même si tu prends 15 fois le même jeu, ce sera différent à chaque fois parce que le terrain ne sera pas le même, il fera beau, il fera mauvais, l'adversaire va réagir autrement. Pour moi, il ne faut pas surtout dans la formation, je parle parce que c'est là où moi je préfère être. Moi, je mets très peu d'opposition raisonnée parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Anthony, sur l'exo, donc là, donc le ballon, on est d'accord, il part du gardien sur les blancs. Ouais. D'accord. Tu fais sortir combien de bleus? Là, soit au départ, avec les tout petits, enfin les plus jeunes, tu vas demander pour travailler ta défense de zone, par exemple, ton couvrement et ton cadrage couverture, tu vas demander à ce qu'ils ne sortent pas de la ligne. D'accord. Donc les bleus, ils ne sortent pas. Il y a 3 zones. Tu peux demander, il y a 3 zones. Tu peux demander 3 zones de 15. Pour forcer l'adversaire à trouver la passe. Et après, tu peux dire, vous restez, mais les rouges, vous avez le droit de venir à l'intérieur de la zone pour créer une numérique. Et puis après, tu peux faire sortir soit 1, soit 2, ou alors toute l'équipe, à eux de gérer. Si tu sors toute l'équipe, forcément, fatalement, tu vas avoir des problèmes à résoudre. Et tu vas les laisser résoudre ces problèmes-là, puisque je suis aussi sur la participation. Pour moi, la partie cognitive, elle est super importante. C'est un joueur qui réfléchit, un joueur qui sent le jeu, il peut jouer à n'importe quel poste, avec n'importe quel coach. Parce que tu as la partie transition aussi à gérer après. Tu l'as. Maintenant, tout dépend de ce que tu veux travailler. Si moi, je veux travailler la transition, je vais faire en sorte que les transitions soient fréquentes.
et je vais intervenir que sur les transitions. Si je décide que c'est la passe intérieure, je vais intervenir que là. Si je décide que c'est la défense de zone, etc., etc. Et puis, ça permet à ton gardien de jouer avec les pieds également, de pouvoir ressortir. Voilà, tu peux aussi décaler les buts en périodisation tactique. Tu vas décaler les buts sur le côté si tu veux travailler tout le couloir. D'accord. Donc là, pour résumer, tu as 3 zones. Donc c'est un terrain, toi tu avais mis un terrain de 45 de longueur, 30 de large. Donc là on est un peu plus grand, mais bon, ça fait 15, 3 zones. Ouais. Tu as 3 équipes de 6, les gardiens qui sont avec l'équipe qui est dans leur zone, on va dire. Ouais, c'est ça. Est-ce que par exemple là, les rouges, ils peuvent aller, est-ce qu'ils peuvent aller défendre dans la partie des blancs? Non, ils passent pas de zone. Non, ils peuvent, pour défendre, non, quand ils sont avec les rouges, quand ils sont avec les blancs, ils sont plutôt offensifs. Quand les blancs perdent la balle, les bleus vont la donner aux rouges, si tu veux. Donc là, c'est… Oui. Donc les blancs peuvent jouer avec les rouges. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ils doivent jouer avec les rouges. Tu peux avoir un rouge qui arrive. On peut imaginer sur ce type de jeu pour les éducateurs qui nous écoutent. Moi, généralement, sur ce type de jeu, ce que je fais, c'est que les blancs jouent avec les rouges en gardant les zones. C'est-à-dire que tu es sur un objectif de passe, c'est-à-dire d'avoir 10 passes. Par contre, les bleus, à la récupération, ils peuvent attaquer un des 2 buts. Oui, c'est ça. Donc, on peut l'aménager aussi comme ça. C'est ça, c'est des variantes, tu peux aménager. Il est super riche, quoi. C'est ça. Ça, c'est des exercices de base. Ça et le jeu des couleurs, c'est pour moi 2 exercices qui font… tu es en train de ramener un peu le jeu, comme tu disais au Portugal quand il était, le jeu de densité avec un jeu très rapide, minimum de touches, duel très rapide. Voilà. Ce que j'aimerais, moi, c'est que chaque joueur que ton équipe puisse communiquer rien qu'avec la qualité technique, c'est-à-dire rien qu'avec leur intention de jeu. Une passe appuyée, ça veut dire certainement qu'on va prendre du temps. Une passe appuyée, il faut aller… Si chacun sait comment jouer, tu n'as plus besoin. Et puis toi, tu deviens pas indispensable. Et puis tu peux aller à la maison. Et puis c'est un autre coach qui va prendre. Et puis tes gamins, ils progressent sans toi. Et c'est ça, le but du jeu, c'est ça. Alors après, ça, c'est sur la formation parce que j'estime que je suis un formateur. Aujourd'hui, en pro, bien évidemment, il faut réagir autrement. Manu est là pour en témoigner. Ça, tu peux le faire, mais tu ne peux pas insister que là-dessus parce que tu as des réponses à donner sur la compétition. Oui. S'adapter à sa catégorie, élargir, allonger et tout ça, mettre des règles. Ce qu'on dit à chaque émission souvent, c'est vous le faites la première fois, vous voulez faire cet exercice à votre sauce, parce que ce sera peut-être à votre sauce. N'oubliez pas, il peut ne pas marcher au départ, il peut y avoir un petit fourbi au départ. Après, c'est à vous, l'entraîneur, de l'adapter pour que les joueurs s'aperçoivent qu'on peut le faire sans que ça crée le fourbi. Et au fur et à mesure de la répétition de cet exercice, sur 3, 4, 5 séances, vous apercevrez que les joueurs vont trouver les solutions, les joueurs vont s'adapter. Et là, vous allez pouvoir commencer à mettre des règles pour le remettre un petit peu difficile l'exercice, parce que les joueurs l'auront pris en main. Ils l'auront pris en main. Là, si je peux me permettre, la plus grande contrainte, c'est la densité, la densité de joueurs. Et on revient à ce que disait Anthony tout à l'heure, jogo da rua. Jouer dans la rue. C'est pour ça que j'ai dit ça. Dans la rue, on se retrouve souvent dans ce type de situation. Imed le sait très bien d'ailleurs. Et puis l'idée, le maître mot, c'est que l'exercice ou la situation, elle doit d'elle-même amener à ce que tu veux. Si jamais je vais sortir, je l'ai fait au début, ça, en disant voilà, il faut passer par là, il faut faire ça, il faut faire ci. Pour moi, ce n'est pas leur donner des outils, c'est simplement les amener, les faire obéir à une tâche. Et ça, on va créer que des bêtas en faisant ça. L'idée, c'est qu'ils réfléchissent. Donc, c'est donner… Les amener à la réflexion, oui, tout à fait. C'est ça. Si tu veux que l'animation offensive, tu es sur l'animation offensive, tu ne donnes pratiquement pas de règles à ton animation offensive. Par contre, tu donnes des règles et des consignes à tes défenseurs. Et puis, obliger les autres à faire quelque chose. Et puis, Anto, là, tu mets aussi tu as un changement d'attitude aussi qui s'opère. Tout à fait, oui. Voilà, en fait, tu travailles aussi sur les comportements individuels et collectifs. C'est ça. Et puis, le foot, c'est pas… Contrairement à… Moi, j'ai adoré Jean-Marc Furlan en vous écoutant. C'était top. Et j'aurais bien aimé être à Brest au moment où lui y était. Je me serais régalé. Ah, tu aurais été dans le projet club. C'est clair. Je me serais régalé, c'est clair. C'est une Bible. Et en fait, l'idée, c'est de rendre intelligent
et de faire que le jeu est au centre. Et le foot, ce n'est pas compliqué. C'est juste une contrainte d'espace-temps, peu importe où, mais c'est contrainte d'espace-temps avec 3 temps forts, c'est animation défensive, offensive et transition. Ça ne sert à rien de se masturber l'esprit pour tout ça. Et on l'a entendu pendant 4 années et je suis sûr qu'il le répète encore. Donc voilà. Par contre, vous avez un super joueur à suivre, c'est Liam Baya, c'est son petit-fils, un gaucher. Il est dans la tête, là, c'est Real Madrid, parce que sa maman va le faire signer au Real quand même. Ah, Pour nous permettre de revenir en Europe. comme ça, il va aller dans le sud. Voilà. Bon, en tous les cas, les gars, ça fait 1h15, encore une fois, qu'on échange et on voit la richesse des partages. Donc, c'est là où c'est intéressant de faire cette émission. C'est que, encore une fois, Anthony, ton profil, plein de coachs imaginent qu'on va inviter que des coachs qui ont été pros, joueurs pros, qui ont fait des carrières de fou. Non, le principe, c'est plutôt de montrer que peu importe d'où tu viens, peu importe si tu as atteint un centre de formation, peu importe si tu as été pro, peu importe le nombre de matchs que tu as fait en pro, le but, c'est comment tu te construis. C'est ça notre objectif de cette émission. Et on a eu un des meilleurs cas au départ, c'était Christophe Gamel. C'était énorme, on a tous apprécié. Et le cas de Furlan, c'est une autre philosophie, c'est autre chose. L'idée, c'est ça, c'est de faire découvrir que peu importe qui tu es, apprends, observe, regarde, construis-toi, construis ton ADN. Tu prendras des claques, parce que le foot, on l'a tous vécu, Gilbert aussi. Tu prends des claques à un moment donné, de la réussite, tu en auras aussi. Retiens tout ça et reconstruis-toi. Et c'est là où ça devient intéressant. Le prochain invité, donc, c'est Hervé Renard. Donc là, on passe, tu vois, encore une fois, sur un autre profil qui, en France, a eu cette difficulté et pourtant qui est apprécié par des entraîneurs comme nous. On voit bien que c'est un profil. Le mec, il gagne 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations. Ça doit être un meneur d'hommes, ça doit être un sacré profil. Là aussi, on va essayer de comprendre son ADN, savoir comment il s'est construit, malgré ses réussites et ses échecs. Ça va être intéressant d'entendre cette personnalité. Et encore une fois, l'émission Coach Live, elle sert à ça. C'est à rassembler, à partager et puis comprendre qu'on peut y arriver. J'ai le même mot pour toi que pour Christophe Gamel, c'est tu as osé. Et au final, sur la durée, ça t'a construit et c'est intéressant. Donc, en tout cas, moi, je te remercie pour ta participation encore une fois. Merci Gilbert d'être intervenu. Merci Gilles. Et bon courage avec Longueuil. Et on se tient au courant. Je sais qu'avec Coach Adjoint, on est toujours en contact. Donc, merci à tous. Anto, à toi le dernier mot. Puis les autres, si vous voulez, allez-y. Je dirais, moi, c'est l'histoire de ma vie, c'est quelques écritures qu'on voit dans le Kohanzen. On peut dire que pour savoir si l'eau du bol est chaude, il faut y mettre le doigt, tout simplement. Donc, vas-y, tente les choses. Et puis derrière, tu crées une dynamique, qu'elle soit positive et négative, c'est toujours une dynamique. Et puis, il faut aimer la vie et surtout, il faut aimer les gens. Très bien. Gilbert, un petit mot avant que tu retournes à moins. Combien il fait, moins 40 ou plus 40? Non, n'abuse pas. Là, on est quand même bientôt au printemps, mais là, on est en été bientôt. Mais non, merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci Anthony pour les années passées ensemble. Merci à toi. Et bon courage à l'émission. On suit ça de loin. Il y a pas mal d'invités intéressants, des connaissances d'autres ou pas, mais j'apprécie ce que vous faites. N'hésite pas à partager sur la page du Club de Longueuil. Ça peut plaire, je pense, vos interventions en plus. D'accord. 1500 écoutes. Imed, Manu. Manu, vas-y, je t'en prie. Écoute, moi, comme d'habitude, j'ai adoré l'intervention de notre invité. Ça prouve bien que chacun, à force de volonté et d'y croire, peut y arriver. Je lui souhaite tout le meilleur. Et en plus, malgré le fait qu'il ait fait son truc à Benfica, je ne lui en veux pas, bien entendu. Et à Gilbert, j'ai juste un petit mot à Gilbert. Gilbert, on n'est pas de la même génération, mais je suis aussi passé par le Red Star, d'accord, Eastwood 95, Saint-Gratien. Donc, tu sais, la meilleure. C'est la meilleure école. Plaisir. Imed, il peut le valider, le Red Star, Moi, je voulais. En fait, il y a quelque chose. Plus les semaines passent, plus on fait des émissions. Et il y a quelque chose qui revient souvent, c'est l'humilité qui revient à chaque fois des différents invités, que ce soit Gilbert ou que ce soit Anthony. Je leur souhaite beaucoup de réussite. Et puis, quoi de mieux d'échanger de différentes expériences pour continuer d'apprendre et on n'a pas encore terminé.
On a le doyen, c'est Manu, et je pense que même lui, avec tout ce qu'il a vécu, continue encore à apprendre. Je me régale, Imed. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. D'ailleurs, je passe le message, s'il y a un président qui veut un homme rigoureux et qui est vraiment un homme d'honneur, ben, vous l'avez là. Donc, n'hésitez pas. Et en plus, on sera bien content que vous lui donniez un vrai projet. Il va revenir sur les terrains, Manu. Il va revenir sur les terrains. Attends, sur les terrains. Bon, merci à tous en tous les cas. Gilbert, Anthony, portez-vous bien. Salut. Adège Mioud. Merci, coach. Merci, Imed. Merci, Manu. à bientôt. Bye, Ciao. Bye, Anto.